Le bison d'Europe a reculé d'un pas du bord de l'extinction. Le plus grand mammifère terrestre a été presque anéanti par la chasse et la déforestation. Après que le dernier bison d'Europe sauvage a été tué en 1919, les défenseurs de l'environnement pensèrent que la fin était inévitable. Il ne restait qu'une poignée des plus grands mammifères terrestres d'Europe, tous en captivité. Ces créatures majestueuses, également connues sous le nom de wisents, parcouraient autrefois l'Europe du Caucase jusqu'à l'Atlantique, dominant les terres, habitant les forêts de France et les steppes de Russie. Ces créatures, autrefois grandioses, qui partageaient le paysage avec les mammouths laineux et les lions des cavernes, se retrouvaient désormais derrière des clôtures, dans des centres de récupération spécialisés. La révolution industrielle du début du XXe siècle a dévasté l'habitat naturel du bison d'Europe. Des écosystèmes entiers ont disparu sous l'expansion continue des communautés humaines. Les zones de reproduction où prospérait le bison d'Europe sauvage ont été rasées pour construire des villes et des villages. Leur nombre a chuté de manière dramatique jusqu'à ce que le dernier bison sauvage tombe sous la balle d'un chasseur dans la forêt de Białowieża. Une espèce entière réduite à 54 individus maintenus en captivité, survivant uniquement grâce à la bienveillance de leurs gardiens. Et ensuite, se demandaient tous, le bison d'Europe allait-il disparaître comme ses homologues qui n'avaient pas survécu à l'ère glaciaire? Loin de là. Grâce à l'intervention de quelques défenseurs de la nature qui ont pris le pari audacieux de réintroduire ces animaux dans les hautes et rugueuses montagnes Tsarku, dans les Carpates méridionales de Roumanie. Beaucoup de scientifiques considéraient cette décision comme un pari risqué avec une espèce déjà en danger. Mais ils étaient un peu loin d'imaginer l'impact qu'aurait ce seul geste. Pour comprendre l'histoire du plus grand mammifère terrestre d'Europe, commençons par le début. Des preuves archéologiques suggèrent que ces géants parcourent la Terre depuis 12 000 ans, survivant à l'ère glaciaire et s'adaptant remarquablement bien aux changements climatiques au fil des siècles. Les récits médiévaux parlent de bisons traversant les forêts en immenses troupeaux par milliers. En Lituanie, la chasse aux bisons était un privilège réservé à la royauté. Même les rois de Pologne considéraient ces bêtes si précieuses que tuer l'une d'entre elles sans autorisation était passible de la peine de mort. Comment une créature qui symbolisait la force brute et la puissance indomptée a-t-elle pu se retrouver en si petit nombre au bord de l'extinction? Pour commencer, l'invention et la diffusion massive des armes à feu ont rendu la chasse aux bisons plus populaire. Ces animaux autrefois sacrés sont devenus des proies faciles pour les chasseurs armés, et même le trophée vedette de certaines chasses. Dans le même esprit, la militarisation croissante a réduit la faune locale, les armées se servant des animaux pour nourrir leurs soldats. Les chasseurs primitifs devaient parfois s'organiser pendant des jours pour abattre un bison adulte, tant sa force, sa vitesse et son agilité étaient impressionnantes. Mais pour des hommes armés, il suffisait d'un seul tir en quelques minutes. Pendant la Première Guerre mondiale, des troupeaux entiers de bisons furent massacrés dans le village polonais de Białowieża par les forces allemandes d'occupation, à la fois pour la nourriture et pour le divertissement. En plus de cela, les déplacements de troupes et les constructions ont également détruit les zones de reproduction et perturbé les écosystèmes. L'explosion démographique en Europe, conséquence de la révolution industrielle, fut le coup de grâce. Littéralement, une grande partie des forêts européennes fut abattue. Il fallait construire des chemins de fer à travers le continent, dont beaucoup coupaient les routes migratoires des bisons. L'agriculture post-industrielle a aussi introduit des monocultures à haut rendement et un pâturage intensif du bétail, repoussant encore plus les bisons hors de leur territoire et accentuant la compétition. Cela signifie que les bisons n'étaient pas seulement chassés pour leur viande, leur habitat disparaissait aussi rapidement, rendant la survie des derniers individus encore plus difficile. Ainsi, des populations entières ont été réduites en si peu de temps que ce qu'il restait de ces antiques vagabonds n'était plus qu'un maigre patrimoine génétique. 54 individus dispersés entre zoos et sanctuaires privés. Le dilemme était évident. Avec un patrimoine génétique aussi limité, la consanguinité risquait de devenir un problème. Et beaucoup de scientifiques estimaient que l'espèce était condamnée. Sauf pour un petit groupe de visionnaires dirigé par un zoologiste polonais, Jan Stolkman. À une époque où la protection de la nature était reléguée au second plan face au développement économique, il fut l'une des rares voix à réclamer une action urgente.
À côté de Stolkmann, un autre acteur essentiel dans la préservation de la diversité génétique du bison fut Heinz Eck, directeur du zoo de Munich. En collaboration avec son frère Lutz Eck, directeur du zoo de Berlin, ils ont réussi à rassembler et coordonner les derniers bisons captifs provenant de zoos et de réserves privées. Aussi courageux qu'ils étaient, ces passionnés qui croyaient à la réintégration du bison dans son habitat naturel ont fondé la Société internationale pour la préservation du Wisent. Le plan de Stolkmann pour sauver l'espèce menacée fut proposé à Paris lors de la conférence internationale pour la conservation de la nature de 1923. Le zoo de Berlin devint le point de départ de cette initiative, alors que des zoologues renommés et des experts en faune sauvage s'unirent pour lancer leur projet ambitieux de repeuplement de l'Europe par le bison d'Europe. Ce projet n'était pas comme les autres programmes d'élevage. Il s'agissait essentiellement de créer une population sauvage en réintroduisant des animaux captifs dans un paysage qui n'avait pas vu de bison depuis des siècles. Ce plan nécessitait des années de planification méticuleuse et un financement conséquent. Il ne suffisait pas de laisser les animaux en liberté. Cette petite population fondatrice devait être gérée avec soin pour éviter la consanguinité et maximiser la diversité génétique. Chaque bison devait être suivi de près pour s'assurer qu'il ne se reproduisait pas avec un partenaire trop génétiquement proche. Avec un si petit effectif, les défenseurs de la nature devaient faire preuve d'une extrême rigueur dans leur surveillance, car trop de générations de consanguinité auraient inévitablement conduit au désastre. Ils ont donc créé un registre, le premier studbook, destiné à documenter la lignée d'une espèce sauvage. Le livre généalogique du bison d'Europe, comme ce registre allait être connu, fut créé en 1932 pour suivre chaque décision de reproduction. La filiation de chaque veau était connue et petit à petit, les scientifiques firent croître les effectifs. Cette minuscule population fondatrice de 54 individus atteignit bientôt plusieurs centaines. Et la mission principale de Jan Stolkmann et de sa joyeuse bande de sauveurs de bisons pouvait désormais reprendre, les réintroduire dans la nature. Mais comment une population de bisons passe-t-elle de la captivité à une vie en liberté autonome avec des naissances sans assistance humaine ? Le processus devait être progressif, d'autant plus que ces individus élevés en captivité devaient d'abord s'acclimater à leur nouvel environnement et être surveillés de près pour détecter toute difficulté. Rewilding Europe et le WWF Roumanie ont uni leurs forces en 2012 pour lancer ce processus progressif mais crucial. Les montagnes Tarcu, situées en Roumanie, à la lisière des Carpates méridionales, furent choisies pour mener à bien ce projet. Autrefois, la région regorgeait de bisons d'Europe sauvage avant que leur nombre ne chute considérablement. Les Carpates méridionales roumaines étaient l'un des paysages les plus prometteurs d'Europe pour la réintroduction. Plus de 2,2 millions d'hectares de forêts anciennes, de vallées fluviales, de prairies alpines et de sommets montagneux. Un écosystème relativement vaste, capable d'accueillir une grande diversité de vie et d'offrir un espace de liberté aux espèces réintroduites. Pour la première fois depuis plus de 200 ans, le bison d'Europe posa à nouveau le pied dans les Carpates roumaines le 17 mai 2014. Un moment historique, transformer des animaux captifs en créatures en liberté. On ne les a pas simplement déposés au hasard dans les montagnes Tsarku comme on pourrait l'imaginer. Beaucoup de préparations avaient été faites, notamment des études de faisabilité et des efforts pour impliquer les communautés locales. Si les mêmes humains qui avaient failli les faire disparaître n'étaient pas maîtrisés, il n'aurait été qu'une question de temps avant de revenir à la case départ. Un enclos d'acclimatation de 15 hectares fut construit pour accueillir le premier groupe. Il était composé de 8 femelles et 9 mâles de divers âges, portant le nombre total d'individus introduits à 17. Ces grands enclos d'acclimatation permettaient aux bisons de s'adapter à leur environnement sans s'éloigner. Cela facilitait aussi le travail des chercheurs pour étudier leur comportement et leur santé. Plus important encore, cela tenait les braconniers à distance, laissant aux bisons le temps de trouver leurs repères avant de devenir des cibles faciles. Ces premières années ont mis à rude épreuve la détermination de tous, en particulier celle des chercheurs et des donateurs engagés dans la cause. Les animaux nouvellement relâchés ne connaissaient pas le terrain. Certains avaient du mal à trouver de la nourriture et beaucoup ne s'adaptaient pas rapidement au rythme saisonnier de leur nouvel habitat.
Les hiérarchies sociales entre les individus étaient instables, ce qui provoquait des conflits. Sans parler du fait que la région des Carpates est connue pour ses hivers rigoureux, avec de fortes chutes de neige et des températures extrêmement basses, un vrai défi pour des animaux issus d'un environnement contrôlé. Pire encore, personne n'avait vraiment anticipé la présence de prédateurs. Les Carpates abritent également des loups et des ours. Même s'ils ne s'attaquaient pas directement aux bisons adultes, trop forts et trop combatifs, ils s'en prenaient aux veaux sans défense. Bien que les débuts aient été difficiles, les bisons finirent par s'adapter. De nouvelles hiérarchies sociales se sont formées et trouver de la nourriture devint plus facile. Les animaux ont appris à naviguer sur les pentes abruptes des massifs montagneux et à survivre aux hivers rigoureux. Et surtout, les premières naissances eurent lieu, marquant la véritable renaissance des bisons d'Europe sauvage. La venue au monde de nouveaux veaux signifiait que les bisons ne faisaient pas que s'adapter. Ils prospéraient. Beaucoup des réflexes que leurs parents n'avaient pas en raison de leur élevage en captivité, ces nouveaux veaux allaient les apprendre rapidement, comme fuir les prédateurs. Une fois acclimatés, le premier groupe fut relâché hors de l'enclos après 2 ans, en 2016. Un autre groupe de 23 bisons fut introduit dans la nature en 2018. Cette fois-ci, 2 sites furent choisis pour l'opération de réintroduction, Tsarku et Poyana-Rusko. En 2021, plus d'une centaine de bisons parcouraient les montagnes Tsarku, avec environ 40 veaux nés en milieu sauvage. Les chercheurs surveillent ces populations grâce à des colliers GPS pour suivre leurs déplacements, ainsi qu'à d'autres technologies de terrain permettant de détecter rapidement les situations d'urgence ou de stress. Ce qui a commencé comme un effort collectif de passionnés de conservation de la faune s'est répandu comme une traînée de poudre. Leur succès enregistré dans les montagnes Tsarku a inspiré d'autres projets de réintroduction désormais lancés à travers toute la Roumanie. Dans un avenir proche, on pourrait voir émerger un réseau de populations de bisons reliés entre elles par des corridors écologiques. De nombreux bisons ont parcouru des dizaines de kilomètres depuis leur site de relâchement initial, s'étendant rapidement sur le territoire. Cette population initiale de 54 individus a tellement grandi qu'on compte aujourd'hui environ 9000 bisons, dont plus de 3000 vivent désormais en liberté ou en semi-liberté dans 10 pays européens. Même si la majorité vit encore dans des réserves clôturées, cela représente un véritable espoir pour les bisons en liberté totale. La Biélorussie et la Pologne abritent encore les plus grandes populations sauvages, chacune comptant plus de 2000 individus en liberté. Juste derrière, on trouve la Russie avec une population de plus de 1500 bisons. D'autres pays possédant une population significative incluent l'Allemagne, la Roumanie et l'Ukraine. Reconnaissant les efforts immenses déployés pour réintroduire les bisons d'Europe sauvage, l'UICN a reclassé l'espèce de vulnérable à quasi menacée. Même si cela constitue déjà une victoire considérable pour les défenseurs de l'environnement qui ont œuvré sans relâche, il mérite d'être salué pour l'impact écologique qui en a découlé. L'environnement sauvage qu'était Tsarku a été complètement transformé. En dépit des idées reçues véhiculées par certains habitants qui voyaient en ces animaux introduits des gloutons menaçant les terres agricoles, les zones désormais pâturées par les bisons montrent une biodiversité en hausse, devenant de véritables prairies naturelles. Les plantes à fleurs recommencent à s'épanouir dans la région. Les écologistes considèrent le bison d'Europe comme un ingénieur des écosystèmes. Contrairement à ce que croient les habitants, ils ne broutent pas comme les vaches domestiques. Les troupeaux de bisons créent un paysage en mosaïque en se nourrissant de certaines plantes et en laissant d'autres. Cela crée des zones à l'herbe rase entrecoupées de végétation plus haute. Cette manière de se nourrir engendre un pâturage hétérogène, favorisant le développement de micro-habitats diversifiés. Les zones à herbe courte deviennent des terrains de chasse pour les rapaces, tandis que les oiseaux nicheurs au sol peuvent établir leur nid dans les hautes herbes. Une écologue spécialisée dans les paysages, la docteure Marina Dunga, a révélé dans ses recherches que les zones pâturées par les bisons de Tsarku abritent 30% de plantes en plus que les zones non pâturées. Un comportement surprenant mais bénéfique pour l'environnement est celui des bains de poussière des bisons, qui consistent à se rouler au sol pour éliminer les parasites et réguler leur température. Un geste apparemment anodin mais très utile pour l'écosystème car les creux laissés dans le sol deviennent des mares temporaires pendant les saisons pluvieuses.
Les bisons ne sont peut-être pas des pollinisateurs comme les abeilles, mais ils jouent un rôle crucial dans la propagation des plantes. Leur pelage épais ramasse des graines en se déplaçant à travers la végétation, les dispersant au fil de leur déplacement. Un seul bison peut transporter des milliers de graines dans sa fourrure, facilitant ainsi l'expansion de la végétation partout où il passe. Leurs excréments, riches en nutriments, permettent aussi aux graines de s'enraciner et de germer dans la région. Le retour du plus grand mammifère d'Europe à l'état sauvage n'a pas été accueilli entièrement de manière positive, malgré ses immenses bénéfices pour l'écosystème. Certes, certains habitants étaient enthousiastes à l'idée du potentiel écologique et touristique que leur retour représentait. Mais beaucoup d'autres se montraient inquiets sur plusieurs points, n'acceptant pas vraiment l'idée quand les défenseurs de l'environnement leur ont présenté leur plan. Tout d'abord, des inquiétudes ont émergé concernant la compétition entre les bisons et le bétail pour les zones de pâturage. La commune locale d'Armenich, près des montagnes Tsarku, était particulièrement préoccupée par la taille imposante des animaux. Selon Floren Marinescu, le maire de la commune, les habitants craignent que les bisons soient dangereux. Vont-ils entrer dans les fermes et détruire les cultures? Et s'ils vous chargent alors que vous êtes à proximité? La Société internationale pour la protection du bison d'Europe a reconnu leurs craintes et a investi massivement dans la sensibilisation des communautés locales. Elle a organisé des sessions d'information pour répondre à ces préoccupations, formant même certains résidents à devenir guides de la faune. Un système d'indemnisation a également été mis en place pour compenser les éventuels dégâts causés par les bisons aux cultures ou aux propriétés. Mais même avec ces mesures incitatives, très peu de dommages ont été signalés par les habitants. L'observation des bisons est désormais très courante dans ces régions, ouvrant une nouvelle économie aux populations locales. Des maisons d'hôtes, restaurants et boutiques artisanales ont vu le jour pour accueillir les visiteurs. Le ministère roumain du tourisme estime que le tourisme lié aux bisons génère désormais 2 millions d'euros par an pour la région. En 2022, une étude conjointe du WWF Roumanie et de Rewilding Europe a révélé que les bisons réintroduits dans les montagnes Tsarku couvrent un territoire de plus de 200 km². Certains individus ayant parcouru plus de 80 km depuis leur site de relâchement initial. Les données GPS ont montré que les bisons utilisent les lisières de forêt, les prairies alpines et même les anciennes routes forestières pour se déplacer, ce qui indique qu'ils remodèlent activement leur environnement. Cela a déclenché de nouvelles discussions autour des corridors écologiques dans les Carpates méridionales, où les défenseurs de la nature cherchent à connecter les habitats fragmentés pour les bisons, les ours, les lynx et les loups. Soutenu par des fonds européens pour la biodiversité, l'objectif est d'établir une zone sauvage interconnectée à travers la Roumanie et les pays voisins. Le troupeau de Tsarku est aujourd'hui considéré comme l'une des populations en liberté les plus précieuses génétiquement en Europe. Les réussites dans l'établissement d'une population de bisons sauvages en Roumanie sont remarquables. Toutefois, certains défis persistent. La gestion des maladies en est un. Le repeuplement à partir d'une petite population fondatrice rend les bisons potentiellement vulnérables, même face aux agents pathogènes les plus simples présents dans leur habitat naturel. Une surveillance sanitaire étroite est toujours nécessaire pour maintenir leur santé. Les chercheurs doivent encore intervenir régulièrement pendant les hivers rigoureux en fournissant un complément alimentaire afin d'éviter la famine. C'est un équilibre délicat car il faut préserver leur autonomie en milieu sauvage. Par ailleurs, le braconnage par certains habitants locaux, bien que rare, reste aussi un défi. Globalement, des mesures proactives sont mises en œuvre pour préserver les avancées réalisées. La technologie moderne a joué un rôle essentiel, en particulier grâce à l'utilisation de colliers GPS et de caméras à distance pour surveiller les déplacements, le comportement et le succès de reproduction des animaux. Intéressant, n'est-ce pas? Ramener une espèce au bord de l'extinction et la rétablir dans son habitat naturel. Pensez-vous que les habitants aient toutes les raisons de s'opposer à la réintroduction du bison d'Europe sauvage dans leur région? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode.